ma belle voix. Vous inquiétez pas, je me rattraperai tout à l'heure. Donc, allez-y, monsieur Deveschenaux, à vous. Oui, merci Madame Barbeau. Bonjour, bonjour à tous. Juste quelques mots d'abord pour me présenter. Donc Jean-Yves Delechenaux, SMAC Assurance, hein, Société Mutuelle Assurance des collectivités locales. Pour ceux qui ne connaissent pas la SMAC, c'est une mutuelle donc spécialisée dans l'assurance des collectivités locales qui a été créée en 1974. Ça fera bientôt 50 ans qu'on existe, puisqu'on fêtera nos 50 ans l'année prochaine, en avril 2024. Et la SMAC aujourd'hui fait partie du groupe Maïf. Ça, c'est pour la SMAC. En ce qui me concerne, je travaille à la SMAC depuis 1994. Je suis plutôt spécialisé dans la branche responsabilité et je travaille aujourd'hui au sein du pôle prévention. Et mon rôle consiste à réaliser, comme je le fais aujourd'hui auprès de vous, des sessions de sensibilisation sur les risques de responsabilité des collectivités locales, des élus et aussi, ça m'est arrivé, des associations. Alors, comment va se dérouler aujourd'hui? Alors, je vais prendre du coup la main sur mon support. Je demande juste, tac, voilà, c'est bon, vous le voyez tous? Oui, c'est bon, Jean-Luc. Oui, C'est oui, bon? très bien, oui, Voilà. impeccable. Voilà un petit peu comment va se dérouler l'intervention de ce matin. Hein, je vais d'abord vous rappeler un petit peu les enjeux et puis vous donner aussi quelques chiffres SMAC. Je pense que c'est important d'avoir ce retour d'expérience que nous avons identifié au sein de nos services. Ce que je peux juste vous dire en introduction, même si le propos, encore une fois, n'est pas de faire peur aujourd'hui, voilà, il faut être attentif à la question des risques en matière d'accident du travail et de la responsabilité employeur. Et nous, d'ailleurs, nous avons constaté une augmentation ces derniers temps de ce type de dossier au sein de la SMAC. Je vous présenterai quelques chiffres. Donc, je vous rappellerai également très rapidement les obligations de l'employeur en matière de responsabilité et de documents uniques. Et ensuite, on abordera les questions de responsabilité, le cadre réglementaire jurisprudentiel en matière de responsabilité de l'employeur, que ce soit la responsabilité administrative, la responsabilité personnelle ou encore la responsabilité pénale. Et je terminerai par en vous donnant des exemples, des dossiers. Alors, il y aura trois exemples, deux dossiers SMAC et un dossier qui est issu de la veille juridique que l'on mène, nous, au sein de la SMAC. Là. Juste pour une information, là aussi, sachez que il existe sur le site de la SMAC l'observatoire. Ah, j'ai un écho, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement couper son micro? Parce que j'ai un écho en retour. Merci. On a sur le site internet de la SMAC un lien pour accéder à l'Observatoire des risques des collectivités locales et des élus, qui est en fait un outil qui permet d'avoir une veille juridique et qui est gratuit, hein, donc qui est à la disposition des personnes qui se connectent. Vous allez sur le site et vous aurez non seulement une veille juridique commentée en ce qui concerne la réglementation et l'évolution de la réglementation qui concerne les collectivités, mais aussi des exemples de responsabilité, que ce soit de responsabilité pénale ou de responsabilité administrative. Donc voilà, je vous invite fortement à aller consulter ce site car c'est très intéressant. Alors ça ne concernera pas toujours, bien sûr, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire, la responsabilité employeur, mais vous aurez des exemples qui touchent à toutes les missions et toute l'activité et donc toutes les difficultés et les mises en jeu que peut rencontrer une commune ou un EPCI en matière de responsabilité. Voilà un petit peu comment va se dérouler le webinaire. Alors, bien évidemment, si vous avez des questions, comme l'a dit Madame Barbeau, on vous donnera la possibilité d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à les saisir sur le chat. Alors, quelques mots d'introduction. D'abord, je voudrais juste rappeler que même si aujourd'hui on parle de responsabilité, donc du risque juridique, il y a bien évidemment d'autres enjeux qui sont tout aussi importants en matière d'accident du travail. Le premier, bien évidemment, c'est lorsqu'on a un accident du travail, c'est d'abord un traumatisme humain. Et ça, il ne faut pas bien évidemment, je pense que tout le monde en est conscient aujourd'hui, et ça peut avoir des impacts très forts, aussi bien évidemment sur la victime que son entourage
Et quand je parle d'entourage, c'est aussi bien évidemment les collègues et l'ensemble de la collectivité. D'où effectivement le deuxième enjeu qui est celui de la continuité du service public, car on le voit, nous, hein, au travers des dossiers, quand vous avez une personne qui a été grièvement blessée, celle-ci est arrêtée pendant longtemps et c'est très compliqué de reprendre le travail, voire elle ne peut pas reprendre son poste en tant que tel, donc elle est obligée d'être orientée vers un reclassement sur une nouvelle fonction. Donc voilà, ça peut avoir effectivement de graves impacts, y compris en matière de continuité des services publics. Le risque juridique, je le passe puisque je vais en parler. Euh, Bien évidemment, et c'est étroitement lié au risque juridique, lorsqu'une collectivité ou un élu est condamné, forcément, c'est pas très bon en termes d'image et c'est pas effectivement facile également à vivre pour la personne ou les dirigeants de la collectivité qui sera condamné. Hein, forcément, on le sait avec la médiatisation aujourd'hui de l'ensemble de notre société, ce type de situation peut apparaître dans les médias et être effectivement gênant pour l'image de la collectivité, donc c'est jamais très bon. Et puis, le dernier élément, bien évidemment, c'est la question des coûts directs, les coûts des arrêts de travail qui sont très importants hein, en ce qui concerne effectivement les accidents du travail. Mais il y a également les coûts indirects, j'en ai parlé tout à l'heure lorsque effectivement un service a vu une personne de son service grièvement blessée. Ça peut avoir également des incidences en termes de fonctionnement du service, donc de coûts. Et puis il y a le coût également de l'assureur, hein, tout simplement, de l'assurance. Il est évident que aujourd'hui, prévenir les risques en matière d'accident de travail, c'est forcément quelque chose sur lequel nous, on est beaucoup plus attentif lorsqu'on analyse un risque à la souscription d'un contrat d'assurance. Donc voilà, juste pour rappeler aussi le contexte quelque part et les enjeux qui ne sont pas que des enjeux, encore une fois, juridiques. Et l'importance quelque part du document unique hein, qui va permettre aussi de traverser l'ensemble de ces questions et donc de prévenir aussi en tout cas, de tenter de prévenir l'ensemble de ces risques. Quelques chiffres SMACL. Alors, j'ai essayé de vous reprendre un petit peu des éléments à compter de 2018. C'est difficile pour nous de remonter plus loin dans la mesure où on a un nouvel outil depuis 2018 qui est particulièrement fiable en termes d'extraction. Donc, j'ai préféré limiter ce retour d'expérience à cette période. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, c'est le nombre total de dossiers qui nous ont été déclarés depuis 2018 à ce jour en termes d'accidents de service ou de fautes inexcusables. J'ai mélangé aussi bien les structures publiques que les structures privées, même si en majorité, ce sont des accidents de service et non pas des mises en jeu de responsabilité civile d'associations avec salariés, même si encore une fois, on en assure quelques-unes. 170 dossiers, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Quand on regarde le nombre de déclarations de sinistres ou le nombre de dossiers que l'on a en gestion, il est évident que ce chiffre-là est mineur en termes de nombre. Alors, je pense qu'il faut le relativiser aussi parce que dans notre outil, on a un certain nombre de rubriques et je pense notamment à tous les accidents de service qui peuvent survenir à l'occasion d'un chantier. On a une rubrique du fait des chantiers et parfois il peut y avoir des erreurs d'aiguillage à l'ouverture du dossier, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre le dossier, pour tout vous dire, on va classifier, si je puis m'exprimer ainsi, notre dossier, c'est le gestionnaire hein, qui doit le classer dans une typologie, donc il doit l'identifier très clairement dans une typologie qui est préexistante et qui fait partie d'une liste déroulante, et parfois il peut y avoir une petite erreur, mais en général, quand même, ce n'est pas une typologie de dossier qui, en nombre, est importante. Même si, comme je vous l'ai dit à l'instant, on a constaté ces dernières années une augmentation. Par contre, deuxième point qui est intéressant, ça, c'est le nombre de dossiers qui sont toujours en cours à ce jour. Donc, ce sont des dossiers qui sont à durée de vie très longue. Très longue, et ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, bien évidemment, quand vous avez un accident corporel, la première chose qui doit être faite, si je puis dire, en matière médicale, c'est qu'il faut que la victime soit consolidée pour pouvoir identifier et arrêter définitivement ses postes de préjudice et donc l'ensemble de ces préjudices. Donc déjà, il y a un delta
une période préalable, on va dire, durant laquelle la victime doit être consolidée. Tant qu'elle n'est pas consolidée, il n'y aura pas de possibilité d'évaluer son préjudice, hein, puisque c'est comme ça que ça fonctionne en droit. Et donc, bien évidemment, quand on a un accident corporel, ça prend du temps, surtout si l'accident, encore une fois, est grave. Et puis derrière, c'est aussi des dossiers contentieux, hein, tout simplement, avec des expertises judiciaires et puis des procédures judiciaires. Donc forcément, ces dossiers ont une durée de vie longue, ce qui explique que sur ces 170, il y en a encore 136 à ce jour qui sont toujours en cours. Là où c'est beaucoup plus important, c'est le coût de ces 170 dossiers. Voilà, je crois que le chiffre parle de lui-même, près de 9,5 millions de dommages. Alors, c'est pas des dommages réglés, ce sont des dommages provisionnés. Ça peut évoluer, mais en clair, vous pouvez mesurer au travers de ce chiffre l'impact d'un accident corporel et de façon générale du poids de l'accident corporel en matière de l'accident de service ou de l'accident du travail de façon générale. Là, je ne parle que de responsabilité, hein. Ce chiffre-là, c'est uniquement les sinistres avec mise en jeu de la responsabilité de l'employeur. Monsieur Delechéneau, une Oui, question. Combien oui. d'agents la SMAC assure-t-elle en moyenne depuis 2018? Parce que c'est pour mettre en relief une collectivité. C'est très compliqué à vous dire parce qu'en fait, là, c'est plutôt le nombre de collectivités qu'il faudrait identifier en RC. Je ne l'ai pas à ce jour, mais je ne peux pas vous donner le nombre d'agents. Ça, non, je peux pas c'est pas un chiffre que je peux, ou alors il faudrait manuellement additionner l'ensemble de la masse salariale, si je puis dire, des collectivités qu'on assure en RC. Donc, non, c'est pas possible informatiquement pour nous. Euh, coût moyen. Coût moyen, sincèrement, c'est la typologie de dossier où le coût moyen est le plus important. Plus de 55 000 euros en moyenne par sinistre RC. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure l'impact de cette typologie en termes financiers sur effectivement une collectivité, mais aussi son assureur, vous en avez ici le parfait exemple. Ce tableau, juste pour vous donner la répartition par tranche de dossier, par tranche financière de dossier. Bon, ce qui est important de noter, on a un certain nombre effectivement de petits dossiers qui sont souvent des accidents mineurs ou des troubles squeletto-musculaires avec mise en jeu de la responsabilité derrière. Mais voilà, on a quand même pas loin de 45% des dossiers qui sont supérieurs à 10 000 euros. Et on a voilà, quand même également un certain nombre de dossiers dont les enjeux sont supérieurs à 50 000 euros jusqu'à le million d'euros, hein. Donc c'est encore une fois très sensible en termes financiers. Alors, j'ai essayé de recenser. Là encore, c'est un travail manuel que j'ai fait parce que je n'ai pas pu, dans nos listes, dans nos extractions, nous ne typons pas plus que ça les sinistres accidents du travail. Peut-être qu'on va être amené à le faire justement compte tenu de l'évolution. Mais j'ai essayé de recenser au travers les exemples de dossiers qui ont pu m'ont été remontés. Voilà, les principales causes d'accidents que nous constatons au sein des collectivités. Alors, bien évidemment, hein, pour nous, le premier, et je pense que là, il n'y a pas de surprise, c'est tout ce qui est travail en hauteur. On a souvent des accidents liés à des chutes, et d'ailleurs, je vous présenterai un dossier SMAC que nous avons eu en gestion. Je rappelle également les accidents routiers. C'est la première cause d'accident du travail en France, donc on n'y échappe pas aussi à la SMAC, et je pense également à tout ce qui est travail en hauteur avec des nacelles, par exemple. Mais il n'y a pas que, il y a aussi tout simplement les accidents de trajet. Élagage et abattage d'arbres, ça c'est quelque chose que l'on voit encore, même si de plus en plus, je pense, de collectivités font appel aujourd'hui à des prestataires. Nous, il y a des situations où ça a été fait en direct et il y a des accidents graves derrière. Centre de tri, là encore, avec des personnes qui se font tout simplement couper un membre à l'occasion, parce qu'il y a quelque chose qui est coincé dans la machine de tri. Une typologie que l'on voit beaucoup, que l'on voit beaucoup plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est risques psychosociaux.
mal-être au travail, entraînant une maladie professionnelle. Malheureusement, on a quelques cas aussi de suicide ou de harcèlement. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui aujourd'hui est plus, alors je ne vais pas dire que c'est plus courant, mais en tout cas, on a plus de dossiers sinistres RC dans ce domaine-là qu'on en avait avant. Troubles musculo-squelettiques, ça, voilà, on en a régulièrement. Euh, Travaux sur chantier, entendez par là une mauvaise sécurisation à l'occasion d'un chantier et avec des accidents graves liés principalement là aussi à l'utilisation d'engins ou un effondrement de murs par exemple ou de tranchées qui a été mal consolidé. Et puis, on a également quelques dossiers sinistres, exposition à produits dangereux. Il y a eu des cas de saturnisme, on a eu des cas de brûlure par chlore ou inhalation d'autres produits dangereux provoquant derrière des lésions importantes aux agents. Voilà un petit peu le panel des principales causes hein, que l'on peut trouver aujourd'hui au sein de notre gestion en responsabilité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Rappel, mais très rapide, puisque de toute façon, je sais qu'il y a une session qui est ensuite prévue sur tout ce qui est document unique, mais j'ai quand même rappelé quand même le cadre réglementaire qui est relativement simple. Hein. Je vous ai mis les articles du Code du travail. Je rappelle que le livre 4 du Code du travail s'applique également à la fonction publique, que ce soit étatique ou territoriale d'ailleurs, puisque c'est tout ce qui est obligation de sécurité à l'égard de ses salariés et agents, donc. Et le premier élément, et c'est d'ailleurs par là que commencent toujours les juridictions lorsqu'elles ont à juger une collectivité ou une association ou une entreprise en matière de responsabilité de l'accident du travail, l'employeur est redevable d'une obligation de sécurité à l'égard de ses agents. Il doit garantir non seulement leur sécurité physique, mais également leur sécurité, leur santé morale et mentale, pardon. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quasiment une obligation de résultat. Hein. On parle en droit privé, alors là, on est vous devant les juridictions administratives, donc on ne va pas parler de droit privé, mais on constate très clairement que c'est une obligation très forte hein, et qui s'assimile quasiment à une obligation de résultat. Et donc forcément, la déclinaison de cette obligation de résultat, c'est la mise en place, enfin l'obligation d'évaluer l'ensemble des risques auxquels la collectivité et surtout ses agents peuvent être confrontés. Et donc là, on retombe bien évidemment sur la mise en place du document unique, qui est un document obligatoire et dont la mise à jour doit être à minima une fois par an, et à chaque fois aussi lorsque l'on identifie un nouveau risque pour les agents de la collectivité. Donc voilà, très clairement, cette obligation à l'égard de l'employeur est très forte. Et nous, le retour d'expérience que je peux vous dire, c'est lorsqu'il y a une enquête pénale, la première chose, bien évidemment, que les enquêteurs vont aller vérifier, c'est est-ce que vous avez un document unique qui est à jour et est-ce que ce document unique prend en considération, bien évidemment, les risques et notamment le risque qui est à l'origine de l'accident qui aurait été subi par la personne salariée ou agent public. Bon, je pense que ça, vous le savez aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, bon, je passe assez rapidement. Monsieur Alors, Delechéneau, je oui, me permets une question qui est intéressante. Dans le secteur privé, l'inspection du travail est compétente en cas d'accident du travail. Dans la fonction publique, est-il aussi compétent pour intervenir? alors je pourrais pas vous répondre comme ça, mais je Alors moi, pense, je vais y répondre, je me permets. oui, Alors, l'inspecteur du travail est compétent pour intervenir pour des agents de droit privé. oui, des Le reste, contractuels, oui, voilà, oui, étant donné ok, que nous, on a un statut bien spécifique, oui, on est dans cette logique-là. L'inspection du travail n'ouvrira pas les portes. Sauf qu'il y a eu un nouveau texte. Alors attention, on a une gravité qui augmente, c'est-à-dire qu'en cas d'accident mortel au sein de la FPT, on a le devoir d'avertir l'inspection du travail. Donc, elle peut entrouvrir la porte. d'accord. Mais à la base, c'est pour les agents de droit privé. Voilà. Et donc, qui en fait intervient? Alors, on n'est Il y a pas une sur une. personne à place ou c'est vraiment en interne finalement? Alors, on a à la place, alors c'est pas tout à fait la même, on va dire,
Même fonctionnement? Même fonctionnement, parce que la personne qui va faire du contrôle et de l'inspection, c'est ce qu'on appelle chez nous un ACFI, un agent chargé de la fonction d'inspection, mais qui n'a pas de pouvoir coercitif sur la collectivité. D'accord. Mais elle va les contrôler, elle va aller voir si les règles en matière de sécurité au travail, vous l'avez cité, donc le livre 4 du Code du travail nous est applicable, du livre 1 à 5. Et justement, cet agent, cet ACFI, va aller contrôler si les règles sont respectées et va donner des préconisations. Et là, donc, ça appuie encore à nouveau sur le bouton, puisque là, la collectivité est doublement au courant s'il conforme ou non conforme. Oui, Mais ça oui, permet aussi à la collectivité, le côté positif, de faire avancer la machine et d'éviter ce que vous avez dit. Bien sûr, le premier enjeu, évitons l'accident du travail de nos agents. Donc tout à voilà. fait. Mm. Alors, quels sont les risques de responsabilité pour une collectivité et ses élus en matière d'accident du travail? Alors, j'aurais envie de dire que en matière de responsabilité, et ça, quelle que soit la situation, vous êtes exposé à 2 risques de responsabilité. Le premier risque de responsabilité, bien évidemment, c'est la responsabilité administrative pour les collectivités civiles, si on a une mise en jeu de la responsabilité civile personnelle d'un agent ou d'un élu. Euh, on est ici sur une responsabilité réparatrice, indemnitaire. Donc ici, on est principalement sur des enjeux financiers avec, comme je vous l'ai expliqué et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des enjeux financiers qui peuvent être parfois très lourds. Donc c'est d'abord une responsabilité qui va viser ici à réparer un préjudice. Alors ça suppose bien évidemment une faute commise par la collectivité en matière de sécurité, mais ici, c'est une responsabilité indemnitaire. Ce risque, il est principalement porté par la collectivité, c'est la majorité des dossiers que nous avons en gestion. Le deuxième risque de responsabilité, qui est beaucoup moins courant, mais où nous, on constate là aussi une évolution, c'est la responsabilité pénale. Où là, bien évidemment, l'objectif, c'est pas forcément d'indemniser la victime, puisque d'abord, la juridiction pénale ne sera pas compétente en matière de responsabilité administrative, ça relève exclusivement du juge administratif, sauf ce que vient d'expliquer Madame Barbeau lorsqu'on a affaire à des agents de droit privé au sein d'une collectivité. Ici, cette responsabilité, c'est avant tout une responsabilité qui vise à sanctionner un comportement qui est prohibé par la loi. En clair, sanctionner une infraction qui a été commise par la collectivité, par un élu, voire par un agent. Donc, bien évidemment, ici, la sanction, c'est une amende, c'est une peine d'emprisonnement. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut effectivement être prononcé, souvent avec sursis. Ça dépend de la situation et du passé judiciaire de la personne. Et puis, ça peut aller, dans certaines hypothèses, pour les élus, jusqu'à une interdiction d'exercer. Bon. La grande différence entre ces deux branches de responsabilité, c'est que la première branche de responsabilité, vous avez un assureur RC. Et donc, l'assureur RC, souvent dans les contrats d'assurance, vous avez une garantie, ce qu'on appelle faute inexcusable ou accident de service. Et donc, du coup, cette garantie, en cas de responsabilité reconnue de la collectivité, on indemnisera le préjudice subi par la victime. Et on défendra bien évidemment la collectivité. Alors que, en matière de responsabilité pénale, ce risque, il sera exclusivement porté par la collectivité ou l'auteur, tout simplement, de l'infraction. C'est une responsabilité, j'ai envie de dire, personnelle. Et nous, la seule chose que l'on pourra faire dans ce type de situation, c'est vous mettre un avocat pour défendre soit la collectivité, soit l'élu, mais l'amende, et bien évidemment, je dirais, la peine d'emprisonnement avec sursis, c'est pas l'assureur qui va supporter, qui va la porter. Donc voilà, il faut faire très attention à la responsabilité pénale, même si ça reste des situations moins conséquentes, pour autant, voilà, le risque, il est lourd. Donc c'est important, je le dis au passage, de se protéger face à ces deux risques. Et quelque part, en matière pénale, la prévention du risque accident et le document unique est un outil qui permet aussi de prévenir ce type de situation. Alors, quelques mots sur la responsabilité administrative.
En matière de responsabilité administrative, en matière d'accident du travail, on parle d'accident de service, vous le savez tous. Et ici, on est sur 2 niveaux de responsabilité. Hein, il y a une jurisprudence Moya-Cavil, hein, pour les juristes qui connaissent, qui est de 2003. Avant 2003, un fonctionnaire n'avait le droit qu'au forfait de pension. Depuis 2003, le fonctionnaire a la possibilité de rechercher la responsabilité de son employeur et d'obtenir des dommages et intérêts pour ses postes de préjudice personnel, avec 2 niveaux, un régime de responsabilité sans faute. Dès l'instant où l'imputabilité au service est démontrée, on sera sur un régime de responsabilité sans faute. Et on a ensuite la responsabilité pour faute, où là, très clairement, l'agent pourra obtenir une indemnisation de les préjudices qu'il a dû supporter dans le cadre de cet accident. Donc, bien évidemment, l'absence de DER, s'il est démontré que cette absence a un lien direct avec l'accident, peut être source de faute et donc d'engagement de responsabilité de la collectivité. Mais il y a de toute façon un premier niveau qui est la responsabilité sans faute dès l'instant où l'imputabilité est établie. Euh, alors, cas rare, mais que l'on a, euh, enfin que l'on a, pas personnellement, non, on a eu plutôt au travers des exemples de jurisprudence justement qu'on a pu évoquer et commenter dans l'Observatoire des risques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Possibilité également d'engager la responsabilité civile personnelle d'un élu. Je rappelle que cette responsabilité civile personnelle d'un élu ou d'un agent d'ailleurs, hein, c'est un régime très spécifique, très particulier. Ça suppose de démontrer une faute personnelle détachable de service. Aujourd'hui, les juridictions ont mis en place des critères hein, pour identifier cette faute personnelle. Le premier, c'est la faute intentionnelle. Ça, c'est le critère unique d'ailleurs devant les juridictions pénales. Si une faute intentionnelle est établie, il y aura responsabilité civile personnelle d'un élu ou d'un agent. Et puis, le Conseil d'État, lui, de son côté, en a évoqué 2 autres. Un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions. Comprenez par là un acte qui est tellement illicite, illégal, qu'il est hors, il n'a plus rien à voir avec l'objet de la fonction. Et puis, le dernier critère, qui est une faute d'une particulière gravité, c'est là où il faut faire attention parce que certaines juridictions entendent par là une faute grave, alors que, avec les conséquences graves, alors qu'en réalité, le Conseil d'État entend plutôt par là une faute qui est plutôt soit une faute intentionnelle, soit une faute qui vise un intérêt privé. Donc, les juridictions, en tout cas, Cour de cassation et Conseil d'État ont vraiment limité, on va dire, cette notion de faute personnelle détachable en cas de faute d'une particulière gravité à des situations très spécifiques. Mais vous pouvez être confronté en première instance ou en juridiction de second degré à des juridictions qui considèrent finalement que, eu égard aux conséquences graves de l'accident, ben, on pourrait considérer qu'il y a une faute personnelle détachable. Donc ça sera cassé en cassation, mais voilà, c'est arrivé. Hein. Donc cette notion de faute personnelle, les conséquences, elles sont de 2 ordres. La première, c'est que c'est l'élu ou l'agent qui supportera seul les condamnations indemnitaires. Et quand je dis seul, c'est très clairement si on est sur une faute intentionnelle, l'assureur ne pourra pas intervenir de toute façon. En tout cas, ce ne sera pas l'assureur de la collectivité en plus. Le deuxième élément, vous le savez peut-être, c'est que vous n'avez pas droit, puisque c'est un motif de refus à la protection fonctionnelle. Hein, dès l'instant où une faute personnelle détachable de service est établie, la collectivité peut refuser d'accorder la protection fonctionnelle. Donc ça veut dire qu'il faudra supporter seul les frais de défense. Et puis l'autre point, c'est que la victime, elle a le choix. Donc elle peut engager effectivement soit la responsabilité de la collectivité, soit la responsabilité personnelle de l'élu. Alors ce ne sera pas devant la même juridiction. Mais par contre, il est clair que si elle fait un recours contre la collectivité, cette dernière aura la possibilité de se retourner contre l'agent ou contre l'élu pour rechercher sa responsabilité civile personnelle. Bon, euh, ça reste des situations, encore une fois, très à la marge. Néanmoins, nous, on a relevé dernièrement une décision qui a été rendue, je vous l'ai mise hein, d'ailleurs, par la Cour de cassation et qui a été rendue aussi par le tribunal administratif de Bordeaux, où c'est un élu qui a été condamné pénalement pour harcèlement moral. Donc, il a été condamné sur ses deniers personnels, c'était à l'égard de 2 agents, donc il a été condamné à payer 100 000 € de dommages d'intérêt aux agents.
Et le TA de Bordeaux a validé le recours que la collectivité avait également fait, parce qu'elle avait elle-même de son côté indemnisé ses agents, et donc elle a fait un recours contre l'élu, et ce recours a été également validé. Donc voilà, ça reste des situations, encore une fois, extrêmement rares, mais ça existe. Deuxième volet, la responsabilité pénale. Alors, je vous ai mis, bien évidemment, les différents types d'infractions, hein, les infractions principales auxquelles vous pouvez être confronté. Les premières sont plutôt des infractions spécifiques qui sont, donc c'est du droit pénal spécial, si je puis dire, qui sont prévues par le Code du travail. Bien évidemment, l'absence du document unique peut être est sanctionnée normalement par une amende. Je vous ai mis un peu plus loin dans le support un exemple. Alors, c'est une entreprise, mais qui a été condamnée à une amende. Cette amende, elle peut être multipliée par le nombre d'agents qui sont concernés par le risque, hein. Donc, ça peut monter très vite. Et puis, bien évidemment, le non-respect des règles de sécurité et le délit d'entrave. Ça aussi, c'est quelque chose, notamment, qui peut donner lieu à condamnation de la collectivité. Mais ce qui nous intéresse surtout, et c'est ce sur quoi nous sommes plutôt saisis, c'est tout ce qui est violence involontaire, donc enfin, atteinte à l'intégrité physique, atteinte involontaire à l'intégrité physique. Comprenez par là tout ce qui est accident avec soit décès de l'agent, soit blessure grave de l'agent ou une mise en danger de la vie d'autrui, mais c'est plutôt les deux premières hypothèses auxquelles on est confronté. Et puis, je vous en ai parlé un petit peu en amont, tout ce qui est harcèlement moral avec atteinte donc à la dignité et à l'intégrité psychique. Alors, qui peut être déclaré pénalement responsable? Tous les acteurs. Alors, c'est vrai, en théorie, hein, c'est vrai que nous, ce qu'on relève, c'est d'abord la collectivité qui peut être condamnée pénalement. Je rappelle qu'il y a une condition, hein, pour qu'une collectivité locale soit condamnée pénalement, il faut que l'activité en cause soit susceptible d'une délégation de service public. Mais lorsqu'on fait réaliser, par exemple, des travaux par un agent, on est clairement dans une situation où des travaux pourraient être confiés à une entreprise privée, donc la délégation de service public, elle est établie. Euh, c'est la majorité des cas, des dossiers de responsabilité pénale qu'on a. C'est la collectivité ici, en tant qu'employeur, qui est condamnée pénalement. Donc, quand je parlais d'image de la collectivité, voilà, très clairement, on est dans cette situation et je vous présenterai un exemple qu'on a eu en gestion, nous, mais parmi d'autres, hein, parce qu'on en a quand même quelques-unes. La deuxième situation, beaucoup plus rare, nous n'en avons pas, pour l'instant en tout cas, c'est la condamnation pénale de l'élu. Qui portera bien évidemment en tant que tout simplement représentant de l'employeur, qui portera le risque de responsabilité pénale à titre personnel. Et puis la dernière hypothèse qui est rare, mais où c'est déjà arrivé, c'est une condamnation d'un supérieur hiérarchique ou d'un collègue. Je pense notamment à un exemple que vous pourrez trouver d'ailleurs là aussi sur l'Observatoire des risques, alors qui concerne une entreprise privée, mais qui est tout à fait transposable. C'est une situation où un salarié avait participé à un repas de service qui était organisé le soir. Et a priori, donc, il y aurait une bouteille d'eau de vie qui aurait circulé et cette personne aurait bu beaucoup d'eau de vie et donc aurait été en état d'ébriété. Et donc, son supérieur l'a ramené à son véhicule une fois la soirée terminée. Son véhicule était stationné sur le parking de l'entreprise. Il y avait un gardien. Et donc, il a déposé le salarié à son véhicule et il a confié les clés au gardien en demandant au gardien d'attendre et de ne pas remettre tout de suite les clés à ce salarié. Et le salarié a, du coup, lui, a été, a vraiment été insistant pour qu'on lui donne, pour que le gardien lui rende les clés. Ce que le gardien a fait, malheureusement, enfin, le salarié derrière est décédé, a eu un accident grave. Et ici, le supérieur hiérarchique comme le collègue ont été condamnés pénalement pour non-assistance à personne en danger. Voilà, donc ce sont des situations, encore une fois, qui sont très rares, mais il faut savoir qu'en théorie et en pratique, ça existe. Alors, je vous ai juste rappelé les conditions, hein, en matière de responsabilité pénale. Pour une collectivité, dès l'instant où on est sur une délégation, hein, une activité qui est susceptible de délégation de service public, une simple faute suffit. Donc,
bien évidemment, cette faute doit être à l'origine directe de l'accident, mais une négligence, une imprudence, le non-respect des obligations de sécurité, donc les équipements notamment, hein, tout ce qui est équipement de sécurité, le non-rappel également des consignes de sécurité, sont des éléments que l'on retrouve régulièrement, l'absence de formation également des agents, sont des éléments que l'on retrouve régulièrement et sur lesquels les juridictions s'appuient pour condamner les collectivités. Mais voilà, on est sur un régime de faute simple, pénale, mais faute simple. En ce qui concerne les élus, en théorie, il faut ce qu'on appelle une faute qualifiée. On est sur ce qu'on appelle des délits non intentionnels, hein, homicide involontaire ou blessures involontaires, ou mise en danger de la vie d'autrui. Ici, souvent, l'élu ou la personne physique concernée sera recherché pour avoir contribué indirectement à l'accident. C'est-à-dire que par son inaction ou parce qu'elle a commis une faute grave, elle aura participé indirectement à l'accident. Euh, Ici, on parle de faute qualifiée et le code pénal en prévoit deux. Un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité qui est imposée par la loi ou le règlement. Bah, très clairement, l'absence de mise en œuvre du document unique ou l'absence de mise à jour, dès l'instant où, encore une fois, il y a un lien avec l'accident, ou une faute caractérisée, comprenez par là une faute d'une certaine gravité ou un cumul de fautes qui ont exposé l'agent à un risque grave, donc soit de mortalité, soit de blessure grave, que l'élu ou la personne ne pouvait ignorer. Donc, en théorie, ça paraît quand même assez, comment dirais-je, assez difficile de retenir une faute personnelle pénale hein, d'un élu ou d'un agent, mais on verra que dans les faits, les juges finalement vont relever un certain nombre d'éléments et finalement la faute caractérisée ou le manquement délibéré, bah, finalement on n'en est pas à l'abri, ça peut vite arriver. Hein. Quand on parle de manquement délibéré, c'est je connais la réglementation, j'en connais la signification et je ne l'ai pas appliquée. Euh, alors après, la raison, c'est pas forcément j'ai décidé volontairement de ne pas l'appliquer pour telle ou telle raison. C'est voilà, j'en connais la signification, je sais qu'elle existe, mais je ne l'ai pas appliquée. Là, ça peut entraîner une reconnaissance de manquement délibéré, une obligation particulière de sécurité. Voilà. Euh, alors, les sanctions sont pas neutres. Puisqu'en matière d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Pour une collectivité et de façon générale pour une personne morale hein, qui serait reconnue pénalement responsable, en théorie, c'est le montant de l'amende multiplié par 5 pour la collectivité locale. Euh, Moi, je pense à un exemple là qu'on a eu récemment, une collectivité où un agent a fait une chute d'une échelle, une chute mortelle. L'échelle n'était pas sécurisée. Il y avait déjà eu une difficulté, il y avait déjà eu un précédent sur cette même échelle, et la collectivité n'avait pas pris les mesures adéquates pour justement éviter que ça ne se renouvelle. La commune a été condamnée à une amende de 100 000 €. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas neutre. Alors, forcément, il y a eu un décès, donc les conséquences sont très graves derrière, mais le montant de l'amende, et comme je disais tout à l'heure, là, c'est la collectivité qui doit le payer. Donc, c'est pas neutre. Et puis, pour les élus, mais en cas de situation extrêmement grave, ça peut être une décision d'inéligibilité en plus de la condamnation pénale, amende ou peine d'emprisonnement avec sursis. Voilà, je vous ai mis un exemple ici d'une décision qui a été rendue par une cour d'appel correctionnelle, qui est tout à fait transposable hein, en droit pour une collectivité locale, hein, puisque de toute façon le juge pénal est compétent pour condamner encore une fois une collectivité en matière pénale. Il s'agissait effectivement ici d'un salarié d'une entreprise de peinture qui a été grièvement blessé
à la suite d'une explosion qui a été provoquée par des travaux réalisés sur une cuve de peinture. Il était à proximité de cette cuve de peinture. Et c'était des travaux de meulage qui étaient réalisés à proximité par une entreprise extérieure. Ce risque-là n'était pas pris en compte dans le document unique et la cour d'appel, la chambre correctionnelle de la cour d'appel a pris cet élément en considérant que c'était en lien direct avec l'accident et donc a condamné l'entreprise à 10 000 euros d'amende pour blessures involontaires, plus 80 amendes de 100 euros par nombre de salariés qui étaient exposés. Donc, vous voyez, c'est pas neutre en termes de responsabilité pénale. Deuxième type de risque en matière de responsabilité pénale, mais aussi administrative, le harcèlement moral, donc atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychique. Je vous ai mis ici, je vous ai rappelé succinctement les critères qui sont prévus par le code pénal, sachant que très clairement, c'est sanctionné par 2 ans d'emprisonnement et là encore 30 000 euros d'amende. Et si c'est un élu, ça peut aller là aussi sur l'inéligibilité. Il faut savoir que bien évidemment, l'autre texte qui est applicable et sur lesquels le juge administratif s'applique, et nous les décisions qu'on a pu avoir, voilà, le juge administratif s'applique très clairement sur également la loi du 13 juillet 83 et notamment cet article 6 que je vous ai mis, qui précise ici les critères, encore une fois, de harcèlement moral. Ce qu'on peut constater, nous, c'est que finalement, parfois, on parle d'agissement répété, mais il y a eu décision rendue par une cour d'appel. Alors, on ne sait pas si le juge administratif s'alignera, en quelque sorte, sur cette décision ou pas, ou s'il gardera sa propre approche. Mais finalement, cette cour d'appel a considéré qu'il n'était pas forcément nécessaire d'avoir une faute, une succession de fautes, enfin d'agissements répétés. Un agissement suffisamment grave peut en lui-même constituer le critère de gravité et de harcèlement moral à l'égard d'un salarié. Donc, il faut faire attention. Voilà, donc je vous l'ai mis. Je vous ai mis plusieurs choses. D'abord, pas forcément de notion hiérarchique. C'est vrai qu'en pratique, c'est souvent dans le cadre d'une relation hiérarchique qu'on a une situation de harcèlement moral, mais limite, ça peut tout à fait se produire entre salariés, d'où l'importance également d'être attentif aux conditions et aux relations de travail. Comme je disais à l'instant, aujourd'hui, donc on a cette décision qui laisse entendre qu'un seul acte, s'il est grave, peut suffire à caractériser, en tout cas sur le plan indemnitaire, la notion de harcèlement moral. Et puis, vous avez, hein, vous le savez, cette obligation d'affichage dans le règlement intérieur sur le respect et le risque de harcèlement à l'égard des agents. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train d'expliquer? Alors, il y a une question, Monsieur Delechéneau. Lorsque les textes réglementaires régissant la sécurité des agents sont délibérément ignorés, quels sont les recours pour un agent, XY, voire l'assistant de prévention? Est-ce qu'il existe des dispositions analogues à celles de lanceur d'alerte dans la FPT? Alors, quand vous parlez de recours, vous parlez de recours contre qui? Bah, je pense que Contre l'employeur? ouais, je pense que c'est ça. Un agent qui aurait des mauvaises conditions de travail, des règles de sécurité non appliquées et voilà, comment l'agent peut-il, si j'ai bien compris la question, vers qui il peut se retourner pour justement dire stop? Alors, Aidez-moi. il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'au niveau interne, il y a la possibilité. Alors, je pense que déjà, dans un premier temps, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Là, c'est plus mon approche personnelle. C'est déjà d'avoir un échange avec les personnes ou avec le responsable dès l'instant où on a cette difficulté, effectivement, dans le cadre des conditions de travail. J'imagine aussi qu'il y a, comme en droit privé, des organismes, CHSCT et autres, qui ont la possibilité aussi, voilà, de se saisir de la difficulté s'il y a notamment un risque pour l'agent et donc de traiter éventuellement cette situation. Et puis il y a le troisième élément auquel je pense, qui est un élément juridique, mais qui suppose que l'on soit exposé à un risque immédiat, c'est la notion de droit de retrait. C'est le droit de retrait de l'agent ou du salarié. Alors là, on est dans la situation, j'ai envie de dire, extrême, bien évidemment.
mais quelque part, il y a cet outil aussi juridique qui permet à un salarié ou à un agent, s'il considère être exposé à un risque immédiat pour sa sécurité et un risque grave, de se mettre en situation de retrait. Oui, alors pour compléter, oui, je suis dans la même logique et aller par étapes, bien évidemment, hein, je confirme. Alors chez nous, c'est maintenant la formation spécialisée du comité social territorial hein, qui reprend la relève pour certaines collectivités ou le CST. Faut y aller par étapes. Oui, première chose, c'est s'entretenir avec son responsable hiérarchique. Suite à ça, si ça ne bouge pas, c'est forcément s'adresser aussi aux représentants du personnel, voire syndicat. Attention, hein, il y a aussi un Tout à fait. chemin à prendre. Mm. Et bien sûr, dernière procédure, le droit de retrait est un droit pour les agents de la FPT, bien évidemment. Après, bien évidemment, tout agent, au vu de sa situation, a le droit d'aller porter plainte. Ça, c'est un choix personnel aussi, bien évidemment. Maintenant, derrière, est-ce qu'il y aura poursuite ou pas? Tout dépendra des cas, bien évidemment. Donc voilà. Et s'il y a un ACFI de nommer dans la collectivité, eh bien, c'est aussi de taper à la porte de l'ACFI qui pourra aller voir sur le terrain, faire un rapport et surtout dire si oui ou non on est dans les clous ou on ne l'est pas. Je crois que c'est vrai que Voilà. c'est important de souligner que dans un premier temps, il faut régler ça en interne, hein, tout simplement. Et c'est vraiment en cas de solution ultime où on passe soit, enfin en situation ultime, pardon, où on passe soit à l'exercice du droit de retrait, soit effectivement à une plainte auprès du procureur qui lui décidera de poursuivre ou pas, ou de saisir un Exactement. avocat. Hein, Exactement. C'est comme les accidents de service, hein, vous savez, on tout à a des fait. cas où les accidents graves, on appelle le SAMU et on voit le 17 arriver. Et le Mm. 17, eh ben, il va faire un PV. Un Mm. PV, il va faire un constat et ça peut remonter au bureau du procureur qui va lui décider ou pas s'il y a enquête ou pas. Voilà, voilà un petit peu de façon générale hein, comment une collectivité pourrait être exposée à ce type de procédure. Une autre petite question à laquelle je vais répondre. Oui, un registre de danger grave et imminent est obligatoire dans chaque collectivité qui ait un agent ou qu'on ait que 5000. C'est le décret 85-603 qui la pose. Mm. Il y a Dès une le premier question, Stéphanie, salarié, c'est aussi, qui est... obligatoire. Mm. Oui, Il y a une question Dominique. aussi entre-temps qui est arrivée. En matière de procédure, le rappel à la loi s'applique-t-il à une personne morale, collectivité, ou n'existe-t-il que pour les personnes physiques? Bonne question, j'ai pas la réponse comme ça. Je serais plutôt tenté de dire que c'est d'abord à une personne physique, mais faudrait que je vérifie. Là, j'avoue que j'ai pas la réponse, je peux pas la donner comme ça. Je vais le noter, ça. Alors, nous avons En tout cas, nous, également les des... exemples qu'on a, c'est vraiment. Alors après, encore une fois, hein, c'est des situations soit de blessures graves, soit de décès. Et là, très clairement, ce sont des amendes. Hein. Ce sont des amendes. Nous, on n'a pas de rappel à l'ordre sur ces situations-là, en tout cas. et un agent donc d'une collectivité où nous avons aussi à disposition des registres de santé et de sécurité au travail et registres de danger grave. Oui, c'est deux registres différents imposés par la réglementation fonction publique territoriale. Un registre de santé et de sécurité au travail dans chaque service qui permet de remonter des observations, des idées, des suggestions. Donc, c'est un outil de communication. Et il y a logiquement un registre de danger grave, pas des registres, un registre. Voilà. Vous pouvez continuer, monsieur Delichenot. Pas d'autres Voilà, je vous ai questions? mis un exemple de condamnation ici de harcèlement moral. Je vais passer, je vous en ai mis un autre ici que nous, on a eu en gestion qui s'est passé devant le tribunal administratif. Donc, on n'est plus devant la juridiction pénale, on est sur un registre indemnitaire ici, où on a eu aussi une situation de harcèlement moral d'une personne qui s'est malheureusement suicidée. Et ça a donné lieu derrière à indemnisation des ayants droit. Voilà. Euh, alors, je vais vous présenter maintenant trois retours d'expérience, enfin plutôt deux retours d'expérience SMACL et un troisième qui est plutôt une décision que l'on a pu identifier dans le cadre de notre veille juridique. Le premier exemple sera plutôt un exemple de responsabilité administrative. Le deuxième de responsabilité pénale d'une collectivité et le dernier responsabilité pénale d'un élu. Donc le premier cas, c'est un dossier qu'on a eu en gestion, qui a donné lieu à une décision de justice il y a maintenant 1 ou 2 ans, mais qui est toujours en cours pour l'indemnisation de la victime.
Il s'agit donc de travaux de mise en sécurité d'une piste cyclable qui avait été demandée au niveau du service espace vert. Et donc, un agent qui participait à ces travaux d'abattage, mais qui n'avait pas en réalité la compétence pour abattre les arbres. Et d'ailleurs, il y a eu un débat là-dessus, à savoir que normalement, il n'aurait pas dû réaliser ces travaux-là. Cette personne, en fait, a voulu abattre un arbre et a donc commencé à attaquer le tronc de cet arbre. C'était un acacia. Et en fait, comme on était sur un terrain penché et que l'arbre était en tension, malheureusement, au moment où il a commencé à attaquer l'arbre à la tronçonneuse, le tronc a explosé. Et donc, l'agent a été grièvement blessé, il a été projeté et malheureusement, il est devenu aujourd'hui paraplégique. Voilà. Donc, quand je parlais de drame humain et effectivement de conséquences très graves, voilà un exemple typique de dossier auquel on est confronté. Donc ici, pas de procédure pénale, mais une procédure administrative pour rechercher la responsabilité de l'employeur qui était ici un EPCI. Alors, je vous ai mis ici l'arbre des causes qui a été réalisé à la suite de cet accident par l'employeur. Et très clairement, ce qui ressortait de cet arbre des causes, plusieurs choses. On était sur un terrain pentu, on était en hiver, sol glissant. On était surtout, on avait affaire à un agent qui n'avait pas été formé pour ce type de travaux et qui donc n'a pas appréhendé correctement la coupe de l'arbre sur ce chantier. Et puis, on avait également des conditions climatiques qui étaient un peu particulières puisque voilà, on avait eu de la neige les jours précédents, ce qui rendait le sol encore plus glissant. Et donc, les travaux et la posture, on va dire comment dirais-je, euh, la stabilité pour l'agent encore plus compliquée. Euh, du coup, nous, ce qu'on a fait lorsqu'on a été informé de cet accident, on a immédiatement envoyé sur place un expert pour relever un petit peu, d'une part, les lieux de l'accident, parce que c'est vrai que nous, quand on est sur site, on n'est pas, pardon, sur site, c'est beaucoup plus compliqué d'appréhender ce qui s'est passé. Donc notre expert nous a déjà fait un certain nombre de photos pour nous montrer ce qui s'est passé, nous a également euh, a entendu l'ensemble des personnes du service, alors pas la victime bien évidemment, mais les agents et notamment les responsables pour avoir le retour de ce qui s'était produit, et puis de nous donner une analyse technique sur les causes exactes également de l'accident, même s'il y avait cet arbre des causes qui avait été réalisé par la collectivité. Et là, voilà, je vous l'ai mis très clairement sur la photo. L'agent ne savait absolument pas comment aborder l'abattage d'un arbre et identifier le risque qu'il y avait à abattre un arbre, notamment lorsqu'il était en tension comme ça sur un terrain pentu. Et donc, très clairement, notre expert a confirmé que on était sur non seulement une opération dangereuse, mais que par ailleurs, élément important, c'est que il y avait eu un refus de faire appel à un professionnel pour réaliser ces travaux, alors même que ces travaux présentaient un risque pour les agents, ce qui avait été d'ailleurs relevé à l'époque par le comité d'hygiène et de sécurité. Résultat des courses, alors si je peux passer, le tribunal administratif de Strasbourg, en l'espèce, a condamné clairement notre assuré pour absence de formation des agents et pour absence, il a relevé lui aussi, il s'est saisi de cet argument qui avait été développé, à savoir que compte tenu de la, de la dangerosité des travaux, la collectivité aurait dû faire appel à un professionnel et non pas réaliser les travaux en régie, compte tenu des nombreux risques qu'il existait. Et donc le tribunal a condamné l'établissement à indemniser, et donc c'est la SMAP qui a indemnisé, à une somme dépassant le 1 200 000 euros. Voilà, donc ça c'est un exemple classique
que l'on a. On a un certain nombre d'accidents, hein, encore une fois, je le disais tout à l'heure, avec tout ce qui est abattage d'arbres. Voilà, là, en l'espèce, c'est une mauvaise appréhension du risque. On a également des situations où des agents ne portaient pas leurs équipements de sécurité et sont blessés parce qu'ils sont pas, parce que le périmètre de sécurité n'avait pas été respecté et sont blessés par la chute de l'arbre au moment de l'abattage. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans ce type de dossier. Des remarques ou des questions par rapport à ce premier exemple? Non, pas pour l'instant. Bon. Deuxième exemple, également un dossier sinistre SMACL qui s'est produit dans un centre de tri. S'agissait en fait d'un centre de tri dont un des éléments d'équipement était défectueux. Et donc, la collectivité, enfin l'établissement public, puisqu'il s'agissait d'un syndicat intercommunal, a fait appel à une entreprise pour venir réparer le refroidisseur. Je crois qu'il s'agissait d'un refroidisseur. Donc, cette entreprise intervient sur site et donc s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas d'autre solution que de démonter le refroidisseur, donc il faut l'enlever. Et donc, en attendant finalement la réparation de cet équipement, c'est l'entreprise qui met en place de la rubalise sur la passerelle qui était devenue du coup totalement libre et dangereuse puisqu'il n'y avait plus de protection, il y avait un risque de chute en hauteur. Et donc, cette entreprise a mis en place de la rubalise pour condamner non seulement la nacelle d'accès, mais également cette passerelle. Euh, et puis, 3 semaines plus tard, l'entreprise prévient la collectivité que finalement, il n'y aura pas de possibilité de réparation de cet équipement, mais qu'il faudra purement et simplement le changer. Et donc, la collectivité doit passer un marché pour obtenir le changement de cet équipement. Et donc, pendant ce temps-là, il y a encore du temps qui se passe, bien évidemment. Et le responsable des services techniques demande à 2 de ses agents d'aller enlever la bâche qui avait été mise provisoirement en place par l'entreprise initialement, puisqu'il était prévu encore une fois de changer ce refroidisseur et non pas de le réparer, pardon, et non pas de le changer, d'enlever cette bâche parce qu'avec le vent, on était en hiver, il y avait un risque que la bâche s'arrache et aille atterrir sur l'autoroute qui s'est située à proximité. Et donc, les 2 agents sont montés et sont allés sur cette nacelle qui était totalement libre et plus sécurisée. Et ces personnes n'étaient pas harnachées. Et malheureusement, il y a un des agents qui a fait une chute mortelle lors de l'opération d'enlèvement de cette bâche. La famille, bien évidemment, de la victime a déposé plainte. Par ailleurs, vous savez qu'il n'y a pas forcément besoin d'une plainte des victimes, hein. Le procureur peut s'autosaisir en fonction effectivement de la gravité des faits. Il peut s'autosaisir, pardon, pour mener une enquête préliminaire et voie derrière donner lieu à condamnation pénale, enfin mise en examen et condamnation pénale s'il y a lieu. Là, en l'espèce, c'était la famille de la victime qui avait engagé une plainte. Euh, une expertise a été ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale. Et cette expertise a montré plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on avait une passerelle qui n'était plus sécurisée, puisque d'un côté, le refroidisseur avait été enlevé, donc il n'y avait plus ce refroidisseur qui faisait office quelque part de sécurité sur la gauche. Et d'autre côté, la passerelle était totalement libre, donc elle était entièrement non sécurisée, et donc il y avait un risque de chute qui était fort. Elle était devenue accessible, la rubalise n'était pas suffisante, et puis il y avait eu un plan de prévention de mise en place en commun avec la collectivité et puis l'entreprise, mais ce plan de prévention ne prévoyait aucune mise en sécurité après l'intervention de l'entreprise de cette passerelle. Bien évidemment, il a été acté que les agents n'avaient pas de harnais de sécurité. Et surtout, ce qui a été reproché au syndicat, c'est une fois qu'il a eu l'information que le refroidisseur n'était pas réparable, le syndicat avait laissé finalement la rubalise telle quelle et n'avait pas sécurisé l'accès de cette passerelle de façon tout simplement plus sécurisée, hein. Et donc, à partir de là,
Ce manque d'intervention et cette négligence du syndicat, c'est plus de 79 jours, je crois, qui avait été relevé. La passerelle, en fait, était restée accessible pendant plus de 79 jours, donc quasiment 2 mois, plus de 2 mois, pardon. Le juge a considéré que cet élément était un élément qui constituait une faute caractérisée de la part du syndicat, lequel, du coup, a été condamné pénalement à verser une amende de 10 000 euros de mémoire, 15 000 euros, pardon, 15 000 euros plus, et ça c'est devant les juridictions administratives, une indemnité à la famille de la victime de un peu plus de 300 000 euros. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres de condamnation pénale d'une personne morale. Je vous en ai cité un autre qu'on a eu tout à l'heure, mais on en a quand même assez régulièrement. Je pense notamment à un autre accident qui est survenu dans un centre de tri où une personne a perdu un membre supérieur. Et là encore, cette personne, ce qui a été relevé dans le cadre de l'enquête pénale, c'est que cette personne n'était pas suffisamment formée à tout ce qui était sécurité, ce qui explique que la collectivité était également condamnée pénalement à une amende. Donc voilà, là très clairement, tout ce qui est rappel des consignes de sécurité, mise en place des process de sécurité dans le cadre de la réalisation d'un chantier sont des éléments que les juridictions, mais aussi tout simplement les enquêteurs, dans le cadre de la procédure pénale, vont vérifier. Et bien évidemment, ce qu'ils vont aller vérifier, c'est, comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'est-ce qui est prévu par le document unique. Et finalement, comment est appliqué derrière les éventuelles règles de sécurité instituées dans le document unique. Alors, Monsieur Delechéneau, il y avait une question en rapport avec l'exemple du syndicat. Quel lien avec Oui. le document unique de cet exemple? Quel est Alors, le lien? alors ici, sur cet exemple-là, il n'y a pas eu le document unique n'a pas été pointé du doigt en tant que tel. Il n'y avait pas de défaillance au niveau du document unique. Ce qui s'est passé plutôt, c'est dans la procédure d'exécution des chantiers, de mise en sécurité de ce chantier, où il a été reproché finalement lorsque le plan de prévention sécurité a été mis en place, comme je l'ai expliqué à l'instant, et ben finalement, on n'avait pas tout intégré, et notamment, on n'avait pas intégré la mise en sécurité de la passerelle qui était devenue libre. Et finalement, la rubalise qui avait été mise en place était, aux yeux tant de l'expert que des juges, insuffisant pour garantir la sécurité des agents. Donc là, non, Hmm. c'est pas le document unique qui est vraiment mis en cause, mais c'est plutôt la déclinaison, on va dire, au quotidien des règles de sécurité face à une situation de danger. Et puis, c'est une situation qui durait. On pourrait quand même le rapprocher au document unique. Le document unique est un document pour évaluer, analyser, identifier. On était face comme à une situation qui perdurait, les risques majeurs. On pourrait aussi penser que c'était un critère de modification et d'intégrer ce risque pour les agents du syndicat à l'intérieur du DU tant que la situation n'était pas réglée. Donc, c'est malgré tout une procédure qui s'y rapproche. Même si le DU voilà, n'était pas en cause, il faut garder cette même logique d'analyse et d'identification pour derrière protéger ses agents. Donc, on est dans la Tout à même fait. logique. C'est la même logique. L'idée au travers ces exemples, encore une fois, c'est de donner des repères, pas forcément effectivement toujours directement liés au document unique, mais voilà, pour voir aussi que dans ces situations-là, il faut en tirer des enseignements derrière et intégrer des corrections, et ça vaut également pour le document unique, comme vous l'avez Tout dit, à fait, effectivement. exactement. Voilà. Troisième exemple, donc un exemple de responsabilité pénale d'un élu. Alors ça, c'est une décision de justice que nous avons identifiée dans le cadre de notre veille juridique. Là encore, on est sur un travail en hauteur et on est sur un travail d'élagage d'arbres. Il s'agit donc d'une opération d'élagage qui avait été commandée par la commune sur ces arbres. Et donc, un agent, en fait, a utilisé une nacelle et monté dans cette nacelle pour réaliser ces travaux d'élagage. Le problème, c'est qu'il était à proximité d'une ligne à haute tension et que là, non seulement la ligne de haute tension n'avait pas été protégée, mais en plus, il n'y avait aucune demande, aucune DICT, demande d'intention de commencement de travaux. Et malheureusement, la personne qui était dos à ce moment-là à la ligne à haute tension s'est électrocutée.
Donc là encore, plainte de la famille de la victime contre la collectivité et contre le maire. Instruction pénale, et là, l'enquête pénale va démontrer plusieurs choses. La première chose, c'est que bon, la nacelle n'est pas en cause, il n'y a pas de dysfonctionnement en tant que tel de la nacelle. Donc, de ce point de vue-là, pas de difficulté. En revanche, là où on avait plusieurs difficultés, la première, c'est que l'agent aurait dû avoir une formation spécifique pour des travaux en hauteur et notamment les travaux avec une nacelle. Et il n'avait pas l'habilitation pour réaliser ce type de travaux en hauteur avec une nacelle, ce qui était normalement un élément obligatoire pour la réalisation de ce type de travaux. Deuxième élément, je l'ai dit dans les faits, pas de déclaration d'intention de commencement de travaux demandée par la commune auprès d'EDF. Donc, deuxième erreur, puisque c'était une obligation. Et puis, l'enquête a surtout démontré que 3 mois avant, il y avait eu une personne chargée de la prévention au sein du centre de gestion local qui avait réalisé un travail de contrôle et qui avait pointé finalement que aucun des agents chargés des espaces verts n'avait cette habilitation et cette formation pour réaliser les travaux en hauteur sur une nacelle. Et donc, cet élément-là avait été clairement relayé auprès du maire, non seulement par le rapport, puisqu'il avait eu le rapport, mais tout simplement en direct et oralement par le responsable du centre de gestion. Et donc, très clairement, le maire connaissait ce rapport, connaissait cette négligence, hein, quelque part, et le risque auquel étaient exposés ces agents. Euh, le maire a également pris, pardon, les juges ont également pris en considération la propre compétence professionnelle privée du maire, puisque le maire était également travaillé au sein d'une entreprise privée et était responsable de service et donc était au fait aussi des questions de sécurité et de prévention à l'égard de ses salariés, cette fois-ci, non pas des agents de la commune, puisque c'était dans le cadre de ses activités privées. Mais le juge a pris en considération cet élément pour finalement dire le maire connaissait les risques. Donc je rappelle, hein, le critère de mise en jeu de la responsabilité pénale d'un élu, c'est faute caractérisée qui exposait autrui à un risque de danger grave que la personne ne pouvait ignorer, que l'élu ne pouvait ignorer. Donc, très clairement ici, les éléments que je vous retranscris démontrent que le maire connaissait la situation, connaissait le danger, n'avait pas respecté la réglementation, alors même qu'encore une fois, il avait été averti de cette situation. Et donc, très clairement, alors je retrouve ma petite flèche, voilà, le juge pénal a condamné le maire à 1 an de prison avec sursis. Et cette condamnation a été confirmée en appel par la Cour d'appel de Lyon. Alors, c'était une décision un petit peu ancienne, mais voilà, c'est pour vous montrer très clairement que ce risque d'une condamnation pénale d'un élu existe également à titre personnel. Voilà, juste pour le mot de la fin, quelques bons conseils, mais que vous intégrez, j'imagine, dans votre gestion quotidienne. Mais nous, voilà, c'est ce qui ressort finalement de la gestion de ces dossiers. Former et informer, sensibiliser régulièrement vos agents sur les équipements de sécurité, sur les règles de sécurité. On voit encore trop souvent des accidents qui sont provoqués par le non-respect des règles élémentaires de sécurité. L'exemple de l'absence d'harnachage des agents qui sont montés sur une parcelle en est malheureusement un parfait exemple. Hein. Donc, rappeler les consignes de sécurité et veiller à leur application. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on a constaté au travers certains dossiers. C'est-à-dire qu'on a des exemples où une commune a été condamnée pénalement. Le responsable de service dit très clairement, j'avais rappelé les consignes de sécurité, mais derrière, il était parti du chantier. Ça a été reproché aussi, ça, de ne pas avoir vérifié en fonction de la dangerosité du chantier au cours de sa réalisation, si finalement les règles de sécurité étaient bien respectées.
Impliquer vos agents dans la sécurité, voilà, au travers des réunions, au travers des actions de formation, au travers des échanges aussi, tout simplement. Intégrer la prévention dans votre organisation, ça, je pense que très clairement aujourd'hui, les collectivités, et surtout en matière d'accident de travail, en sont conscientes. Une information ou un élément que je vous livre, et là encore, c'est un retour d'expérience SPACL, tracez vos interventions. Tracez vos interventions. On a trop souvent des exemples où finalement, la difficulté pour la collectivité, c'est de rapporter la preuve de ce qu'elle avance. Et s'il n'y a pas d'écrit, c'est déjà beaucoup plus compliqué, effectivement. Et puis, donner du sens à la sécurité dans le cadre de vos équipes, hein, au travers, effectivement, finalement, l'intérêt de garantir la sécurité et de respecter ces règles et ces consignes de sécurité. Ça ne doit pas être une contrainte, bien au contraire, on le voit bien, hein, les enjeux sont lourds et ils ne sont pas que juridiques, encore une fois. Et derrière, ça doit prendre tout son sens dans le cadre du fonctionnement d'un service. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation. Donc, si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Delechéneau. Alors, désolé, on a été un petit peu, là, on a grappillé 15 minutes hein, sur cette intervention. On devait terminer à 11 heures. Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui s'affichent. C'est que vous avez été très, très clair, Monsieur Delechéneau. De toute façon, le service sécurité au travail reste à votre disposition si cette animation a fait surgir des questions demain, dans une semaine. Et dans une semaine, de toute façon, on se retrouve. Hein, la majorité d'entre vous, vous êtes inscrits au prochain webinaire. Donc là, aujourd'hui, on a eu le contexte de la réglementation, le document unique, les responsabilités des élus employeurs. Et la semaine prochaine, le CDG, donc Audrey, qui est donc notre pilote sur cette démarche, vous présentera du pratico-pratique, les outils mis à disposition par le CDG et les accompagnements pour vous aider à réaliser cette démarche et surtout que ça devienne un outil performant et de travail tout au long voilà, des activités des agents. Très bien, écoutez, je vois toujours pas de questions. Je vous remercie d'être resté avec nous, hein, même si on est un peu en retard. Et ce webinaire, le support donc de Monsieur Delechéneau seront à votre disposition sur le site du centre de gestion. Merci beaucoup pour votre participation. À bientôt. Merci, Monsieur Au Delechéneau. revoir. Au revoir, Merci, au Dominique. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Stéphanie, au revoir Jean-Yves. Merci, au revoir.